Alors bonjour Monsieur Roussel, je vais déjà vous laisser vous présenter à nos lecteurs. Bah écoutez, je suis journaliste. J'ai eu une carrière de journaliste d'abord au Monde, ensuite au Figaro littéraire. Et puis de plus en plus, j'ai écrit des livres, notamment sur la période contemporaine, enfin sur des personnages de la période contemporaine. J'ai commencé par un livre sur Pompidou, ensuite j'ai écrit un livre sur Jean Monnet, ensuite De Gaulle, qui est sorti, c'est un livre qui est sorti en 2002 chez Gallimard. Ensuite, j'ai écrit un livre sur Mendès France, sur Mitterrand, sur Pierre Brossolette, sur Valéry Giscard d'Estaing. Puis j'ai écrit aussi un livre, enfin, j'ai écrit d'autres livres qui ne sont pas des biographies. J'en ai écrit un aussi auquel je tiens, qui est sorti dans la collection de Gallimard, les journées qui ont fait la France sur le 16 juin 40. Enfin, c'est-à-dire le passage pour l'arrivée de Pétain, quoi, voilà. D'accord. Et puis en dehors de ça, j'ai été élu il y a 2 ans membre de l'Institut à l'Académie des sciences morales et politiques. Voilà. Alors là, du coup, les éditions Perrin dans leur collection Tempus sortent votre De Gaulle dans sa globalité, donc qui va être disponible le 27 août prochain. Il y a beaucoup de biographies de Gaulle qui ont Non, il n'y a existé. pas beaucoup de biographies de Gaulle. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que ce livre, une nouvelle version du livre qui est sorti chez Gallimard en 2002. D'accord. Et c'est une version qui est revue et augmentée. C'est-à-dire, je n'ai pas revu entièrement le livre parce que disons que les conclusions auxquelles j'étais parvenu ne m'ont pas semblé, dans la première édition, ne m'ont pas semblé remises en cause par les progrès de l'historiographie entre-temps. En revanche, j'ai ajouté un certain nombre de documents, notamment sur la période de l'après-guerre qui est la plus mal connue, c'est-à-dire la période 46-58, quand De Gaulle n'était pas au pouvoir, et l'époque où il a essayé d'y revenir en créant le Rassemblement du peuple français. Là, j'ai ajouté un certain nombre de documents qui proviennent essentiellement quelquefois de ses propres archives, mais surtout des archives de Georges Pompidou, les archives que mon ami Alain Pompidou a posées aux archives nationales. Mais j'ai oublié d'ajouter que j'ai publié aussi avec Alain Pompidou un livre assez important qui est la correspondance au fond ça s'appelle Lettres, notes et carnets de Georges Pompidou en 2012. Voilà. Pour en revenir à votre question, vous dites qu'il y a beaucoup de biographies de Gaulle. Non, il n'y a pas beaucoup de biographies de Gaulle. Contrairement, il y a pas mal de biographies de Roosevelt, de Churchill, enfin pour prendre des personnages du même ordre. Mhm. Les biographies de Gaulle, en réalité, il y en a à peu près trois. Il y a eu celle de Jean Lacouture au début des années 80, et il y en a eu une qui est moins connue, de Paul-Marie de Lagorce, qui était essentiellement fondée sur des... Paul-Marie de Lagorce était un journaliste très très gaulliste, donc c'est pas fait très, en fait, ils sont extrêmement, j'allais dire, géographique. D'accord. Et puis alors récemment, il y a eu une biographie d'un Anglais qui est un universitaire, Julian Jackson, qui a publié au Seuil. Non, il y a beaucoup de livres qui tournent autour de C'est Gaulle, ça. qui évoquent Mhm. De Gaulle, Tout à mais fait. les biographies, si vous voulez, en bonne et due forme, c'est-à-dire un récit qui va du début à la fin, il y en a, oui, je disais trois, enfin c'est quatre avec Jackson. Donc disons que Voilà, là, et la mienne, voilà. oui, oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. La vôtre, c'est celle qui tente d'apporter, avec ce que l'historiographie actuelle a permis, ce qui tente d'apporter une somme globale, quoi, J'ai totalement à essayé, jour. voilà, ce que j'ai essayé de faire, quand j'ai publié ce livre en 2002, jusqu'à présent, jusqu'à cette époque, on parlait de Gaulle sur la base, au fond, de témoignages qui peuvent qui sont faillibles aussi, ou alors ou carrément de rumeurs ou de légendes, ou enfin, d'idées reçues, disons. Et moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de
faire une biographie qui s'appuierait sur des documents, c'est-à-dire le travail de l'historien. Et pour ce faire, j'ai presque fait le tour du monde. J'ai fait beaucoup de recherches en France, évidemment. Et j'ai passé aussi un mois à peu près en Angleterre dans les archives, parce que les Anglais, en réalité, avaient à peu près, je dis pas le double de toutes les archives de Gaulle concernant la guerre, mais en fait, ils avaient énormément de choses. D'accord. Je suis allé aux États-Unis aussi, où il y avait beaucoup de choses. En Russie, parce que c'était une époque où on pouvait quand même voir un certain nombre d'archives, je ne dis pas toutes, mais enfin, sans manque de patience, on arrivait à l'époque à voir un certain nombre de choses. Ça a été refermé ensuite. Même en Israël, oui, donc je crois avoir fait quand même une enquête relativement approfondie. Voilà ce que. Et j'ai essayé de le faire, si vous voulez, dans un esprit. On n'est jamais complètement objectif, mais enfin, en essayant de m'abstraire des idées reçues couramment admises, quoi, sans idée. Moi, enfin, pour ajouter une note personnelle, parce que finalement, c'est quand même pas mauvais de dire d'où on parle, enfin, Oui, tout pour à se fait. situer. Moi, quand j'étais jeune, j'étais très gaulliste. J'ai même fait partie de l'Union des jeunes pour le progrès, qui était le mouvement, je sais pas si ça existe toujours, enfin, c'était un mouvement de jeunes gaullistes. J'étais même dans le bureau du président, qui s'appelle M. Grossman, je crois qu'il a été peut-être maire de Strasbourg. Il a eu des responsabilités de ce côté-là. J'étais dans son bureau quand le général est parti en avril 69. J'ai assisté à l'enterrement du général à Colombey. Enfin voilà, je dis ça parce que j'ai été accusé par des gaullistes, disons un peu intégristes, d'être un anti-gaulliste, je sais pas, quasiment obsessionnel, ce qui est complètement faux, parce que simplement, comme j'ai fait ce travail d'historien, j'ai essayé de le faire honnêtement, si vous voulez, en acceptant les remises en cause d'idées que je pouvais avoir à partir de ces remises en cause qui résultaient des documents qui étaient publiés, Ouais. parce que voilà un peu comment j'ai procédé. Alors, je vous disais que le personnage de De Gaulle est intimement lié à celui de Pétain. Quelles furent les relations entre les deux hommes? C'est une relation qui est vraiment, on cherche dans l'histoire, qui est, à mon avis, sans exemple, parce que c'est une relation extrêmement complexe. Donc il commence par De Gaulle, lorsqu'il finit ses études à Saint-Cyr, est affecté dans un régiment que commande Philippe Pétain. Alors, Pétain est sensiblement plus âgé que lui, mais il y a entre les deux, entre le subordonné et son supérieur, il y a une sorte de coup de foudre qui se produit. Et il n'y a aucun doute qu'à l'époque, et De Gaulle ne l'a jamais caché d'ailleurs, il subit vraiment l'ascendant de Pétain, qui est un personnage qui n'est pas facile non plus, qui est un personnage dont la carrière a été un peu entravée justement par son non-conformisme, qui défend des idées qui ne sont pas toujours celles de l'état-major. Alors, c'est quelque chose qui apparaît plutôt sympathique à De Gaulle, qui lui aussi a un peu cet état d'esprit. Et donc ça va durer jusqu'à... Bon, après ça, De Gaulle fait sa carrière tout seul, enfin tout seul. Exactement, arrive la guerre, De Gaulle est fait prisonnier assez rapidement, en 1916. Au fond, il passe une grande partie de la Grande Guerre à son désespoir en captivité en Allemagne, ce qui l'amène d'ailleurs à essayer de s'évader plusieurs fois. Enfin, c'était compte tenu de sa haute taille, son gabarit, il était évidemment assez facilement repérable, et donc il était repris à chaque fois. Et donc arrive l'entre-deux-guerres. Bon, de Gaulle poursuit sa carrière en essayant de rattraper le retard qu'il a accumulé pendant les années de guerre, malgré lui, du fait de sa captivité. Et là, il n'y a aucun doute aussi que le Pétain, alors qui est devenu un héros national à la suite de la Grande Guerre et notamment de l'épisode de Verdun,
Pétain jusqu'à, on peut dire, au début des années 30, sert sert beaucoup la carrière de Gaulle. De Gaulle était quelqu'un qui n'était pas facile, qui était assez dur avec ses hommes. Il y a eu un certain nombre dans ses commandements, il y a eu un certain nombre d'épisodes où des familles, par exemple de soldats, ont pu lui reprocher une certaine dureté. Notamment, il avait, il me semble, fait traverser une rivière glacée à ses hommes. Il y a eu sinon des morts, enfin du moins plusieurs soldats qui sont tombés malades, peut-être même des morts. Et il y a eu une interpellation à la Chambre. Enfin, De Gaulle était en position qui est un peu difficile. Et ça s'est renouvelé plusieurs fois. Et à chaque fois, c'était l'intervention de Pétain qui permettait à De Gaulle de rétablir les choses. Et alors donc ça va durer. Et puis alors, aussi le signe que ces relations étaient assez étroites, De Gaulle est amené à servir de nègre, enfin c'est un terme qu'on n'emploie plus, mais enfin c'est-à-dire qu'il écrivait les livres de Pétain, puisque Pétain, après la guerre, quand il est devenu donc ce héros national, a été élu d'abord successivement d'abord à l'Académie des sciences morales et politiques, où je suis là en 1919, et puis ensuite 10 ans plus tard à l'Académie française. Pétain n'avait pas une tournure d'esprit très littéraire, mais enfin il fallait tout de même qu'il publie quelques livres, donc il a fait appel, comme le font beaucoup d'hommes politiques ou de personnages du même ordre, disons une sorte de staff quoi, qui était chargé et De Gaulle a joué un rôle très important dans la rédaction de ces livres. Alors jusqu'au jour où De Gaulle a voulu prendre son autonomie. Et alors là, les choses se sont gâtées. Ça a commencé, finalement, la brouille entre eux a commencé par une brouille d'ordre littéraire. D'accord. Parce que De Gaulle a voulu reprendre le contrôle de ce qu'il avait écrit sous son nom. Le maréchal, évidemment, l'a mal pris, d'autant plus qu'il avait protégé plutôt De Gaulle. Et puis là, il y a eu une rupture vers 30, au retour de Gaulle du Liban, c'est-à-dire vers 32, 30, voilà. En tout cas, vers 36, en tout cas, après que Pétain soit devenu d'ailleurs ministre de la guerre du gouvernement de Doumergue, là, la rupture est quasiment complète. Alors, ils vont se retrouver en 1940, dans des circonstances dramatiques. Quelques jours, ils vont faire partie du gouvernement de Paul Reynaud. Puisque l'idée de Paul Reynaud, qui était devenu président du Conseil en mars 1940, était au fond de rassembler, j'ai dit au fond c'était la politique du président de la République actuelle, c'est-à-dire essayer de rassembler, en même temps si vous voulez. Voilà, il voulait rassembler à la fois des gens qui étaient pour l'armistice et ceux qui étaient pour la continuation de la lutte. Alors ce qui a fait que au tout début de juin 40, dans des circonstances donc très difficiles puisque la France était quasiment en déroute, De Gaulle a retrouvé Pétain, qui était devenu vice-président du Conseil, qui avait été rappelé de son ambassade auprès de Franco par Paul Reynaud. Alors De Gaulle, lui, était à un poste beaucoup plus modeste, puisqu'il était le dernier dans l'ordre protocolaire, il était le sous-secrétaire d'État à la guerre. Et donc ils se sont côtoyés au sein de ce gouvernement du 6 juin au 16, date de la chute de Paul Reynaud et de son remplacement par Pétain. Et puis après, après tout le monde connaît l'opposition qu'il y a eu entre eux. Et ce qui est curieux et qui montre la singularité de cette relation, c'est que même après, quand Pétain a été condamné à mort, gracié par De Gaulle, et qui était en captivité, on sait par le témoignage de ses gardiens, qui ont publié leurs souvenirs, que Pétain parlait volontiers de Gaulle et il le faisait en général en termes plutôt sympathiques. Enfin, il disait que De Gaulle était un personnage extrêmement orgueilleux, il y avait des choses qui n'étaient pas toujours aimables, mais au fond, sur le fond,
il reconnaissait toujours que De Gaulle était un personnage d'exception. Et au fond, il avait l'air d'attendre que De Gaulle revienne au pouvoir, que la quatrième République s'effondre. Et il espérait, au fond, que De Gaulle le sortirait de cette captivité. Donc c'est assez curieux. Ce sont des relations vraiment extrêmement bizarres. Il y a eu un autre livre intitulé De Gaulle, la grandeur et le néant, rédigé par Dominique Vénère. Oui. Est-ce que donc qui évoque notamment, enfin ça évoque la personnalité de De Gaulle globalement, mais ça évoque surtout la partie guerre d'Algérie, j'ai envie de dire. Estimez-vous vous aussi que De Gaulle a eu une part d'ombre et de comportements qui ont pu diviser les Français à cette époque-là de la guerre d'Algérie, justement, ça a terni un peu l'image du De Gaulle de la Deuxième Guerre mondiale. On peut dire la part d'ombre chez De Gaulle, elle existe, on peut dire même qu'elle existe enfin, elle existe tout le temps, hein, elle existe pendant la Seconde Guerre mondiale aussi. De Gaulle n'était pas un enfant de cœur. Pour le comprendre, euh, De Gaulle n'est pas un homme on s'acharne à en faire notre contemporain. C'est pas tout à fait exact. C'est un homme qui connaissait parfaitement l'histoire, qui l'avait médité, qui en était nourri. Et il n'y a aucun doute vous savez, il y a quelque chose qui est très significatif. S'il avait voulu, s'il n'était pas mort, il aurait terminé ses mémoires d'espoir par des dialogues imaginaires avec les grandes figures de l'histoire de France. C'est-à-dire Napoléon, enfin je sais pas, Clémenceau, Napoléon, Richelieu, Louis XIV, enfin voilà, etc. Et ça aurait été sans doute assez significatif. Et à mon avis, le vrai modèle de Gaulle, c'est non pas Napoléon, comme on le dit souvent, parce que De Gaulle n'avait pas une admiration éperdue pour Napoléon, auquel il reprochait ses excès. Puis, enfin, De Gaulle est un homme au fond de l'âge classique, alors que Napoléon était au fond un homme des Lumières. Donc ce sont deux personnages très différents. Ce qui fait que Napoléon était un homme sans limite, alors que De Gaulle, au fond, savait quand même il ne s'est jamais lancé dans des entreprises Mhm. complètement hasardeuses. Et non, le vrai modèle de Gaulle, à mon avis, c'est Richelieu. C'est le parallèle le plus pertinent. Et ça montre bien, bon, Richelieu est un homme qui a joué un rôle considérable, qui a jeté les bases de l'État moderne, mais il l'a fait aussi avec une très grande dureté, hein, c'est bien connu, à la fois vis-à-vis des grands, des protestants, etc. Et avec cette idée, au fond, qu'il y a dans l'exercice du pouvoir une dimension nécessairement sacrificielle. Et je pense que c'est ça, au fond, qui était la conception de Gaulle. Il était, bon, jusqu'où allaient ses convictions religieuses, ça personne n'en sait rien. Il avait cette formule, je suis catholique par l'histoire et la géographie. Voilà, ça me montre, enfin, en tout cas, il était de culture catholique. Il y avait un certain nihilisme aussi chez lui. C'est très difficile de démêler exactement. C'était pas un personnage qui étalait son intimité. Enfin, il y a quand même cette dimension, au moins de culture religieuse chez De Gaulle. Et c'est ça qui rapproche les deux hommes. Donc cette part d'ombre, j'allais dire, finalement, De Gaulle l'assumait. Il pensait qu'au fond, qu'on n'exerçait pas le pouvoir impunément et qu'il y avait nécessairement, qu'il fallait trancher dans certaines situations et trancher durement. Et il y avait cette idée aussi que pour rassembler, il fallait d'une part assumer toute l'histoire de France, mais d'autre part, qu'il fallait trancher. Et il fallait trancher enfin, nécessairement en acceptant de diviser. Et au fond, c'est ce qu'il a fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, et c'est ce qu'il a fait aussi pendant la guerre d'Algérie. Alors, pendant la guerre d'Algérie, il faut dire que il s'est aussi beaucoup appuyé sur l'opinion. Les Français étaient incontestablement là de la guerre d'Algérie, tous les sondages le montraient, les gens en avaient assez de voir leurs enfants partir en Algérie et se faire tuer. Euh, donc, dans l'évolution de la pensée et de la politique de Gaulle en Algérie, il y a ce facteur qui a joué. C'est qu'il a pensé qu'il
pouvait s'appuyer sur une opinion qui était qui était au moins à 60% favorable à l'abandon. Alors c'est vrai qu'il y a vous évoquiez cet épisode de la guerre d'Algérie. C'est vrai que c'est peut-être à cette époque que la part d'ombre apparaît le plus nettement, à la fois vis-à-vis des pieds noirs, vis-à-vis desquels il a montré beaucoup de dureté, incontestablement. On m'a demandé de préfacer récemment un livre inédit de notes que j'avais d'ailleurs utilisé dans mon propre livre, d'un ministre de Gaulle qui s'appelait Louis Ternoir, qui a été ministre de l'Information juste avant Perfit. Et Louis Ternoir rapporte des dialogues, des appréciations de Gaulle en Conseil des ministres sur les Français d'Algérie, qui sont vraiment extrêmement Dur. plus que dur, oui. Enfin, il parle de ce million d'imbéciles, et un de ses ministres lui fait observer qu'il faudrait faire quelque chose quand même pour protéger ces gens, enfin, ces Français, ces Européens d'Algérie après l'indépendance. Et il répond la France ne doit rien à ceux qui se dressent contre elle. Enfin, il faisait allusion à l'Ouest, parce que tous les Français d'Algérie n'étaient pas à l'Ouest. C'était quand même l'application d'un principe de responsabilité collective qui est quand même qui peut paraître choquant. Et puis il y avait sans doute. Alors il n'aimait pas. De Gaulle était un homme du Nord, ça incontestablement, c'est important pour comprendre son personnage. Donc il n'aimait pas beaucoup finalement les gens du Sud. Et cette antipathie pour les Français d'Algérie avait été sans doute, on le dit, renforcée par son passage en Algérie à la fin de la guerre, puisque à partir de 1943, De Gaulle était établi à Alger. Oui. Et il avait été, les Français d'Algérie de l'époque étaient plutôt, semble-t-il, ils avaient été pétinistes et ensuite giroudistes, c'est-à-dire qu'ils étaient rangés derrière l'adversaire, enfin le rival de Gaulle, que De Gaulle éliminera. Bon, ça demande à être démontré, on répète toujours ça. Est-ce qu'il a été plus mal accueilli Bon, enfin, en tout cas, il l'a perçu comme ça. Et il n'y a aucun doute qu'il n'avait pas de sympathie pour ces Français d'Algérie. Il y a aussi peut-être un élément qui a joué, c'est que la représentation parlementaire de ces Français d'Algérie, on l'oublie, c'était essentiellement des radicaux plutôt de droite, comme des gens comme René Meyer. Or, les radicaux, c'était les gens que De Gaulle détestait le plus dans l'arène politique. C'était les survivants de la Troisième République, qui critiquaient beaucoup. Enfin, c'était alors, donc les Français d'Algérie, ils n'ont pas fait preuve de beaucoup de mansuétude de leur égard. Il ne faut pas dire qu'ils se soient vraiment occupés de leur sort. Il y a des épisodes quand même assez tragiques, comme les massacres qui ont eu lieu à Oran. Et puis, alors, il y a surtout les harkis. Les harkis, ça, là, c'est vraiment la part d'ombre, parce que combien ont-ils été à être massacrés, on ne le sait pas exactement. Enfin, on peut situer raisonnablement le chiffre entre 60 000 et 80 000 à peu près. Donc ça fait quand même beaucoup de gens qui ont été massacrés après les accords d'Évian, et au mépris des accords d'Évian, puisque ce n'était pas du tout prévu, j'allais dire, dans ces accords. Et ce que l'on sait, ce qui est établi, alors là par les documents dont on dispose maintenant, c'est que De Gaulle a stoppé le rapatriement de ces harkis avec l'idée qu'il fallait éviter que leur arrivée en France, parce qu'il redoutait au fond que les harkis ne renforcent les rangs de l'Ouest, c'était ça sa crainte. Et puis s'ajouter à ça sans doute aussi, alors là c'est plutôt une interprétation de ma part, mais je crois qu'elle n'est pas complètement fausse. Je pense qu'il avait au fond plus de... De Gaulle était un politique, mais c'était quand même un militaire au départ. Il y a toujours cette dimension chez lui. Et il avait au fond il avait un respect pour les gens qui se battaient, notamment qui se battaient pour leur pays. Et au fond, il avait peut-être plus d'estime pour les gens du FLN qui se battaient que pour les autres qui avaient été fidèles à la France. C'était ça, c'est pas facile. Et il y a un épisode qui le montre, c'est que il y a eu, avant les accords d'Évian, il y avait eu une tentative
secret d'ailleurs. Ils avaient été amenés là depuis l'aide, quoi. Et on les a introduits dans le bureau du général avec des gendarmes derrière les rideaux prêts à tirer. Et De Gaulle les avait accueillis debout derrière son bureau évidemment sans leur serrer la main. Et quand ils sont partis, il s'est encore levé, il leur a dit: je ne peux pas encore vous serrer la main, mais enfin j'espère qu'un jour ça sera possible. Et c'est des épisodes comme ça qu'on voit qu'il avait sans doute plus de considération pour ceux qui se battaient pour ce qu'était leur pays. C'est malheureux à dire, mais je pense que les harkis, ils les voyaient un peu comme les gens de Vichy, quoi. D'accord. Alors, donc c'est effectivement une part d'ombre qui a pris une certaine ampleur, parce que c'est évidemment aujourd'hui on découvre que ça a été fait vraiment d'une façon patiemment, quoi. Il n'y a aucun doute qu'il n'a pas voulu les protéger. alors vous qui avez écrit cette biographie, qu'est-ce que vous diriez que l'histoire avec un grand H retiendra dans plusieurs siècles, principalement finalement de Gaulle? Écoutez, il faudrait d'abord, oui, dans plusieurs siècles, c'est difficile à dire, parce que Je vous emmène dans le futur. il faut espérer que la France existera toujours. Donc elle sera peut-être plus exactement dans la même position sur le plan international qu'aujourd'hui. La démographie aura aussi probablement beaucoup changé. Donc moi je crois que ce qu'on retiendra quand même de Gaulle, c'est essentiellement c'est ce qui apparaît déjà aujourd'hui, c'est l'acte du 18 juin, c'est-à-dire c'est quand même le meilleur de Gaulle, c'est le refus de la fatalité. Parce que c'est quelque chose quand même d'inouï dans l'histoire. Parce que les gens comme Roosevelt, Churchill, même Staline, pour parler des autres grands de la Seconde Guerre mondiale, ils avaient quand même, au départ, ils étaient à la tête de pays dans des conditions bien claires, bien établies. De Gaulle, quand il arrive à Londres en juin 40, il n'a rien. Il commence au fond avec un petit bureau, une gomme et un stylo, quoi. C'est à peu près tout. Et par sa volonté, il arrive 4 ans plus tard à changer complètement la situation et à faire que la France soit à la table des vainqueurs. D'ailleurs, à la stupéfaction des Allemands, quand le maréchal Keitel, qui était le chef de la délégation allemande à l'armistice, lors de l'armistice, a vu entrer les Français, il était absolument suffoqué, il était furieux. Donc je crois que c'est ça surtout qu'on retiendra. Et puis, si on regarde les choses de plus près, quand même, à mon avis, la guerre d'Algérie, il avait le mérite quand même d'y mettre un terme. On ne pouvait pas continuer comme ça. Il l'a fait peut-être dans des conditions... moi, je pense qu'il aurait pu la terminer plus tôt. Il a beaucoup tergiversé, notamment parce qu'il avait l'idée de pouvoir... son idée au départ, c'était d'une part de ne pas négocier avec le FLN. Il espérait au fond que son arrivée au pouvoir en France susciterait du côté algérien un interlocuteur autre que le FLN. Bon, ça s'est pas fait. Il voulait aussi garder le Sahara à la France, notamment pour les essais nucléaires, puis pour le pétrole. Et voilà, c'était essentiellement Et puis quand il a vu que c'était impossible, évidemment, il a tout largué, notamment parce que la position internationale de la France devenait chaque jour plus difficile du fait de cette affaire. Enfin, il a quand même mis un terme à la guerre d'Algérie, et puis il y a quand même je crois qu'on retiendra tout le travail de restauration qu'il a fait, notamment d'un point de vue économique et financier, à partir de 1958. Parce que on sous-estime aujourd'hui beaucoup ça, mais les réformes qui ont été faites en 58, qui étaient des réformes qu'on qualifierait aujourd'hui d'ultra-libérales, parce que elles allaient vraiment dans un sens très très libéral. Et elles ont produit des effets quand même très rapidement, et ça a permis tout de même à la France d'aborder
période dans des conditions qui ont fait que la France pouvait tenir son rang. Voilà, je pense que c'est ça essentiellement qu'on retiendra à la fois le 18 juin, la fin de la guerre d'Algérie peut-être, même dans des conditions difficiles, et puis au fond la reste. Et puis peut-être alors il y a qu'adviendra-t-il des institutions, personne n'en sait rien. Aujourd'hui les institutions sont sur le papier celles de 1958, mais enfin elles ont été quand même beaucoup modifiées. Est-ce qu'elles ne le seront pas par la suite? Ça, personne n'en sait rien. Mais il n'y a aucun doute en tout cas que la Ve République a déjà duré quasiment plus longtemps que la Troisième République. C'est déjà quand même un énorme succès. Donc je crois que ce sont quand même des institutions qui répondent assez bien au caractère français, à la fois avec ce mélange de monarchie et de république. Alors, ça introduit ma prochaine question, justement. Est-ce que ça n'est pas totalement anachronique aujourd'hui, au regard des évolutions profondes que la France a connues ces dernières décennies, sociétales notamment, de se revendiquer gaulliste comme le font à tout bout de champ, j'ai envie de dire, des personnalités politiques vraiment diverses. On a l'impression il y a une course à l'échalote pour être plus gaulliste que le Oui, oui, gaulliste. oui, oui. Vous qui êtes... Oui, diverses, disons, et improbables. Parce que, Justement, comment l'historien que vous êtes perçoit cette revendication qui... c'est vrai que, bon, moi j'ai 36 ans, De Gaulle me parle sans doute moins, mais je vois des gens de 30 ans ou de 25 ans se revendiquer gaullistes et je trouve ça des fois étonnant. c'est-à-dire qu'on ne sait plus de quoi on parle, si vous voulez. C'est un peu comme Napoléon. Il y a eu le même phénomène. Napoléon, après sa mort, tout au long du 19e siècle, il y a une légende qui a pris le relais, appuyée d'ailleurs à l'époque par de grands écrivains, et de sorte qu'on ne savait plus très bien de quoi on parlait. Il a fallu au fond attendre récemment. L'étude scientifique de Napoléon il y avait un double phénomène. Il y avait un phénomène de mémoire, populaire, qui était globalement positif à Napoléon, et puis en même temps une détestation du personnage, notamment Napoléon était un personnage renié par la Troisième République, à telle enseigne qu'il n'y avait même pas de chaire. On n'enseignait pas l'histoire de Napoléon à la Sorbonne. Il a fallu attendre confrère Jean Tullard pour qu'on étudie vraiment objectivement la période napoléonienne. Et pour De Gaulle, il y a un peu un phénomène du même ordre. Il y a une sorte de légende qui s'appuie sur des faits plus ou moins d'ailleurs déformés. Enfin, donc, si vous voulez, on parle d'un personnage qui ne correspond pas forcément à la réalité. Alors, surnage quand même, à mon avis, l'homme du 18 juin, parce que ça, c'est quand même quelque chose qui me semble-t-il, peut rassembler à peu près tout le monde. Voilà. Mais quand on voit des gens que par ailleurs tout oppose, notamment dans leur façon d'exercer leur mandat, leur pouvoir, leur tempérament, tout différencie de Gaulle, se revendiquer de lui, ça fait sourire. Alors, dernière question un peu plus légère, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir le film qui est sorti en 2020 sur De Gaulle? Et si oui, qu'est-ce que l'historien que vous êtes en a pensé? Et qu'est-ce que l'amateur de cinéma aussi en a pensé, si amateur vous êtes? Écoutez, je ne suis pas très bien placé pour en parler parce que j'en ai fait un autre, moi, qui va être diffusé. Enfin, il ne s'agit pas d'un... vous parlez du film, là, Oui, tout à fait, avec Lambert Wilson. Oui, c'est ça. Non, moi, ce que j'ai fait, c'est un documentaire que j'ai fait avec Patrice Duhamel et puis avec aussi le concours du petit-fils du général Yves de Gaulle. Et c'est un documentaire de près de 2 heures qui va être diffusé en novembre là, sur la 2. Donc je suis un peu gêné, si vous voulez, de parler de ce film. Je l'ai vu, effectivement. Il m'a semblé que c'était une bonne idée de prendre de Gaulle dans cette tranche, si vous voulez, de son existence, c'est-à-dire du printemps
1940, là où il entre dans l'histoire, parce que ça c'est effectivement c'est quelque chose de révélateur. J'ai trouvé que disons que la trame historique est à peu près respectée. Bon, il y a quelques erreurs ou facilités. Par exemple, De Gaulle, dans ses mémoires, raconte que l'une de ses premières initiatives a été de détourner un bâtiment de guerre qui s'appelait le Pasteur. Il l'aurait fait comme sous-secrétaire d'État à la guerre. Or, les recherches qui ont été faites, Henri Amouroux avait fait des recherches quand il avait écrit sur sa grande histoire des Français sous occupation. Il avait déjà établi que ça n'avait pas été possible, que c'était une légende. Moi, j'ai fait faire une contre-enquête au service historique de l'armée, de la marine à l'époque, et qui a abouti au même résultat. De Gaulle n'a pas pu détourner ce bateau pour la bonne raison qu'il était hacké à New York. Et que de toute façon, le sous-secrétaire d'État à la guerre qu'il était ne pouvait pas donner un ordre au commandant de ce bateau. Donc je ne sais pas pourquoi cet épisode a été repris dans le film, alors qu'il ne correspond vraiment à rien dans la réalité. Alors, bon, cette trame historique, donc, elle est à peu près convenablement respectée. Ce que j'ai trouvé beaucoup plus discutable, voire quelquefois vraiment un peu ridicule, c'est le mélange de l'intime et de l'historique, quoi. Notamment les premières séances qui sont presque des séances d'une intimité, disons, douteuse. Je pense que le général aurait été quand même furieux qu'on évoque son intimité avec sa femme. Ça me paraît... je trouve que non seulement ça n'ajoute rien à De Gaulle, mais ça fausse le personnage en voulant le rapprocher parce que l'idée, c'est d'en faire un personnage que tout à chacun peut s'identifier. C'est un peu la tendance actuelle politique d'ailleurs. Un peu comme un président qui vient serrer les mains à tout le monde, etc. Mais c'est une idée complètement fausse, parce que De Gaulle, justement, n'est De Gaulle que parce qu'il n'est pas comme tout le monde. Et s'il avait été comme tout le monde, il se serait... Je ne dis pas qu'il était indifférent au sort de sa famille, ça serait exagéré. Enfin, c'est sûr qu'il était prêt, en 40, à jouer le tout pour le tout. Sa famille est arrivée à bon port. Bon, il en était sans doute très, très content, mais enfin, il a pris un risque énorme, quand même, dont les Britanniques, d'ailleurs, étaient conscients. Et c'est ça, c'est ce côté, si vous voulez, romain du personnage qui fait que De Gaulle est De Gaulle. Si vous le ramenez à la dimension d'un personnage disons, nous deux, vous faussez, peut-être que vous amusez le public, mais vous faussez la perception du personnage. Enfin voilà, c'est mon avis, mais ça n'engage que moi. Écoutez, Monsieur Roussel, merci pour cette interview.